Mesdames, Messieurs les conseillers, Monsieur le ministre en charge du plan Sénégal émergent, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs de l'administration, nous ouvrons donc aujourd'hui notre troisième séance plénière qui a pour thème le partage des avancées et des nouveaux défis dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du plan d'action prioritaire 2 du plan Sénégal émergent, en vue d'un meilleur cadrage de la saisine présidentielle. Je voudrais rappeler notre mission en tant qu'Assemblée constitutive, qui est d'apporter les orientations et ajustements nécessaires capables de permettre au gouvernement, ainsi qu'aux acteurs économiques et sociaux, de traduire en actes concrets la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans l'optique, je cite, d'une transformation structurelle de l'économie sénégalaise avec une société solidaire dans un état de droit. À cet effet, je voudrais adresser mes remerciements au ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, M. le ministre Cheikh Kanté, qui nous fait l'honneur de venir partager avec nous les réalisations de cet ambitieux programme de développement économique aligné sur nos engagements internationaux. Le groupe consultatif, organisé les 17 et 18 décembre 2018 à Paris et présidé par le chef de l'État lui-même, a été un succès en termes de mobilisation et d'engagement des partenaires techniques et financiers à qui nous adressons également nos remerciements. Lors de cette rencontre qui visait notamment à sécuriser les promesses de contribution des PTF, pour combler le gap de financement du plan d'action prioritaire 1, à accroître les investissements privés et à renforcer les liens avec les bailleurs de fonds, non traditionnels notamment, tels que les fonds souverains et les pays émergents, le gouvernement du Sénégal a pu lever des fonds à hauteur de 7 356 milliards de francs CFA pour le financement des domaines prioritaires de la phase 2 du plan Sénégal émergent, dans des domaines comme l'agriculture, l'horticulture et l'agro-industrie, l'industrie et la construction, l'énergie, le pétrole, le gaz et les mines, les industries d'une manière générale, mais également dans le domaine de l'économie numérique et dans les domaines du tourisme et des finances. Reste que notre pays demeure très attractif pour les investisseurs, eu égard à la stabilité institutionnelle et démocratique, et nous touchons du bois, ainsi qu'à sa sécurité, mais également grâce à son capital humain, à l'amélioration du cadre juridique et de l'environnement des affaires, très favorable à la suite des récentes réformes fiscales. Sur ce, Monsieur le ministre, je voudrais vous donner la parole pour nous parler donc de ces grandes avancées réalisées dans le cadre du plan Sénégal émergent. Vous avez la parole. Je salue en vos noms, grades et qualités. Je voudrais d'abord exprimer l'honneur particulier que j'ai aujourd'hui d'être parmi vous. Et cet honneur se mesure, dirais-je, à la justesse de la grandeur, de la noblesse de votre institution, son rôle, son importance, qui, dans la quintessence de ses missions essentielles, incarne tout ce qu'il y a de plus cher pour l'équilibre de la République partagé entre le pouvoir judiciaire, législatif et l'exécutif. Et je vous disais tout à l'heure, Madame la Présidente, au regard de la composition, de la diversité des membres, c'est le Sénégal en miniature dans cette Assemblée. Vous conseillez dans le cadre, dans le sens de l'intérêt général, vous évaluez les politiques publiques, vous êtes source d'innovation pour les mécanismes de changement nécessaires à toute révolution vers l'émergence. Et c'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, je voudrais vous féliciter pour cette confiance renouvelée de Monsieur le Président de la République. Je l'ai déjà fait, je le redis publiquement devant cette noble institution. Vous rassurez par votre compétence, vous rassurez
par votre loyauté, votre fidélité aux côtés de M. le Président de la République. Votre présence dans une institution rassure. Votre sourire rassure. C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que le Conseil économique, social, environnemental va entrer dans un ère de dynamisme qui va accompagner le vœu pieux de l'émergence du Sénégal. Mon exposé parlant du PSE sera axé sur 5 grandes temporalités. La première, un rappel historique et global du plan Sénégal émergent, ses orientations strictes, et la déclinaison du périmètre de dispositifs de suivi et évaluation, qui est très importante. Deuxièmement, ce que j'appelle la métamorphose, parce que tout simplement, depuis sa mise en œuvre, on a senti une métamorphose de notre économie. Ça, ce sont les Sénégalais qui le disent, parce que mon premier réflexe, quand je suis parti au plan Sénégal émergent, c'était de piloter une enquête de perception pour voir quelle est la perception du Sénégalais lambda par rapport au plan Sénégal d'abord émergent et sa mise en œuvre. Y a-t-il un impact senti dans la qualité de vie des Sénégalais par rapport à la mise en œuvre de ce programme-là? Donc, je pense que j'ai amené quelques brochures. La réponse, elle est claire, nette et précise. La majeure partie des Sénégalais reconnaissent qu'il y a une amélioration de leur qualité de vie à cause de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc cette métamorphose a des symptômes basés sur des axiomes que j'appelle les batailles clés et les catalyseurs, nous en reviendrons tout à l'heure. Le communautarisme, c'est la singularité du plan Sénégal émergent, d'avoir pu associer le qualitatif et le quantitatif, que j'appelle ici le communautarisme, la lutte contre les inégalités et l'équité territoriale dans une logique de justice distributive. Nous en reviendrons avec des indicateurs beaucoup plus détaillés. Enfin, la bonne gouvernance, la paix, la sécurité, la protection des droits de l'homme et des libertés. Et finalement, je parlerai des défis et des perspectives à relever dans le cadre du PAP 2, parce que nous avons tiré les limites du premier PAP, il y en a eu. Pour migrer vers le PAP 2, analyser les facteurs clés de succès que nous devrions utiliser, tenant compte des orientations, des 5 orientations stratégiques de M. le Président. Madame la Présidente, historiquement, le Sénégal, comme la majeure partie des pays d'Afrique, a connu beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, de ces orientations stratégiques. Des indépendances à nos jours, nous avons connu des plans quinquennaux, des plans quadriennaux, des documents de stratégie pour la croissance accélérée, etc., etc. Mais le paradoxe, ça n'a pas réglé le problème des Sénégalais. Et ce n'était pas la particularité sénégalaise, tout simplement, ça n'a pas réglé le problème des Africains. Parce que les taux de croissance, l'amplitude des taux de croissance sécrétés par ces modèles-là ne pouvaient même pas absorber les aléas de la croissance du taux de croissance démographique. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le président Macky Sall, après avoir eu une très bonne expérience que j'appelle l'empirisme et la modélisation, est venu avec des idées de rupture, une volonté ferme de rupture, une ambition d'enclencher une trajectoire de croissance inclusive durable. L'inclusivité s'interprète tout simplement par un postulat économique. L'idée de base, c'est que tout programme économique a pour objectif fondamental de lutter contre la rareté. C'est la raison pour laquelle la croissance quantitative a toujours été privilégiée à la croissance qualitative. Mais aujourd'hui, les économistes du monde sont d'accord pour dire que les modèles économiques qui ne créent pas de l'emploi, qui ne favorisent pas le droit des femmes
qui ne favorise pas la promotion de la démocratie, qui gaspille les ressources nécessaires pour les générations actuelles et les générations futures, sont des modèles un peu doudables. C'est la raison pour laquelle le postulat de base recommande, bien que la croissance quantitative est importante, mais elle n'est pas suffisante pour prendre en charge la multidimensionnalité des besoins sociaux d'une population. C'est pourquoi on parle de croissance inclusive. Donc, c'est la raison pour laquelle M. le Président a fait un choix de se débarrasser des cycles de croissance faibles que nous avions connus des indépendances à nos jours, qui n'ont pas dépassé, la variance n'a pas dépassé entre 3 et 4%. Alors que le taux de croissance économique, le taux de croissance démographique du Sénégal varie autour de 3%. Donc il n'y avait pas l'amplitude nécessaire économique pour pouvoir faire reculer la pauvreté. Votre terme accélération, vous vous en rappelez bien, c'est un terme juste parce que la variable temporelle est assez importante en économie, que ce soit sur le plan macro ou sur le plan micro. Si j'analyse sur le plan micro, les facteurs clés de succès qui influencent une croissance, une performance sont 5. Les cycles de vie, croissance, maturité, déclin. Vous retrouvez toujours la variable temporelle. Le PIMS, le Profit Impact of Market Strategy, qui inclut un peu la théorie de la migration de valeur à travers l'innovation. On retrouve la variable temporelle. Quand on n'accélère pas, on est obsolète. Le coût de la valeur ajoutée, d'un produit homogène, mesuré en unité monétaire constante, diminue d'un pourcentage fixe et prévisible à chaque fois que la production cumulée double. C'est la variable temporelle. Vous venez sur le capital humain que vous avez utilisé tout à l'heure. C'est aussi la variable, l'accumulation d'une expérience, d'un savoir-faire, d'un savoir-être. Et finalement, la variable temporelle, ce ne sont pas les plus grands qui bouffent les plus petits, mais les plus rapides qui bouffent les plus lents. Donc vous avez raison d'accélérer. Et c'est ce qu'on retrouve dans le plan Sénégal émergent, avec le taux de croissance de 7 et 8%. Parce que quand on s'aligne aux ODD, aux 17 ODD, on ne peut pas être en deçà de 6%. Sinon, vous ne partez pas. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les ambitions du président de la République, et c'est ce que recommandent les observations empiriques, les théories économiques aussi. Parce qu'il faut, pour voguer vers l'émergence, il faut un taux de croissance supérieur au taux de croissance antérieur. Il faut un taux de croissance supérieur au taux de croissance démographique. Il faut un taux de croissance supérieur, égal à la moyenne des pays émergents ou à la moyenne des pays développés. Donc la vision du président de la République est assez juste. Cette vision traduit en ambition, en rêve, vous l'avez dit tout à l'heure, pour un Sénégal émergent, mais d'ici l'horizon 2035, bien campé dans un horizon temporel, mais dans un état de droit, mais qui s'est substitué en contrat social. Contrat social au sens de Rousseau, pas de John Locke ou Thomas Hobbes, mais Rousseau, dans le sens du contractualisme, qui suppose d'ailleurs la définition de l'État, de la société, comme un contrat entre des individus qui renoncent volontairement à leur ambition, à leurs droits, en échange des lois qui garantissent la solidité du corps social. C'est ce qu'on retrouve au niveau du plan Sénégal émergent. C'est le contrat social entre le président Macky Sall et son peuple, à travers ce qu'on appelle les axiomes, c'est les postulats ou la trilogie de la performance, la transformation structurelle, le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Troisième axe, bonne gouvernance, paix et sécurité. Articulé sur 27 projets phares et 17 réformes, orientés sur 6 secteurs prioritaires. Ces secteurs sont connus, le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'agroalimentaire, le secteur de l'habitat social et de l'écosystème de la construction, la modernisation du secteur informel, les mines et les fertilisants, le hub industriel,
et le hub des services, y compris la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et cela a donné le modèle du plan Sénégal émergent, qui s'appelle un modèle économiquement viable, socialement équitable, écologiquement reproductible, parce qu'il prend en compte les préoccupations écologiques, du changement climatique, mais aussi de l'équité territoriale. Quelques chiffres d'orientation stratégique sur les 10 premières années, c'est-à-dire les 2 plans quinquennaux. Le président a pris l'engagement de mener une croissance en moyenne 7 à 8%, de multiplier le PIB par habitant à 1,5, de créer 600 000 emplois, de multiplier les exportations par 2,5. Ça, c'est un engagement décennal. Alors, la nouveauté, c'est que c'est M. le Président de la République qui pilote lui-même ce programme. Il le supervise lui-même. Il en a parlé l'autre jour durant la diplomation des talentueux jeunes étudiants. À partir de son portable, il est en interaction avec moi, avec le boss, avec les chefs de projet qui sont implantés dans chaque ministère. Nous savons combien d'unités opérationnelles nous avons, la contribution de ces unités opérationnelles sur la valeur, sur la croissance, sur le PIB sénégalais. Donc, en termes de résultats, dans la mise en œuvre du premier plan d'action prioritaire, nous avons une moyenne de croissance de 6,6%. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les bailleurs de fonds qui l'ont reconnu. Le PIB par tête d'habitant a été multiplié par 1,2. 491 000 emplois ont été créés suivant les recensements de l'ANSD. Et moi, je conteste ce chiffre-là parce que les emplois créés par la respiration économique du secteur primaire n'ont pas été valorisés. Nous avons connu l'abondance agricole, l'abondance dans la pêche, l'abondance dans l'élevage, dans le secteur informel. C'est pourquoi je suis contre, fondamentalement d'ailleurs, l'instrument de mesure du PIB. Parce que quand vous mesurez une richesse économique et que vous laissez passer plus de 45% de cette valeur-là, c'est qu'il y a un biais. Les autres pays l'ont compris. Par exemple, le Bhoutan n'utilise plus comme variable agrégée le PIB. Même la France, même l'OCDE, ils ont maintenant d'autres instruments de mesure. Je considère, suivant nous, nos propres calculs, que le président a dépassé le million d'emplois dans son bilan. Les exportations ont été multipliées par 2. Sur les 27 projets phares, 17 ont été mis en œuvre. Sur les réformes, 13 ont été mis en œuvre. Cette métamorphose-là, nous allons l'expliquer en chiffres. Ici, quand nous prenons le secteur minier, il faut d'abord expliquer que le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives, a été considéré comme premier de la classe en Afrique. 4e de rang mondial à avoir accompli des résultats satisfaisants. Et ça se mesure au niveau, par exemple, de nos objectifs pour le zircon, qu'on a dépassé. L'objectif était de 90 000 tonnes en 2023. En 2018, nous en avons fait 93 569. L'or, aujourd'hui, nous sommes à 12 tonnes 57 sur un objectif de 18 que nous allons bientôt dépasser avec la mise en service des sites de Makabindi, de Boto et de Moussawa. Le phosphate a été multiplié par 2. Nous allons atteindre notre objectif de 5 millions de tonnes, sous peu avec la mise en exploitation de GEFOS et de BNCC. Pour l'agriculture commerciale et la modernisation de l'agriculture familiale, avec les 196 fermes Natangé et les 5 domaines agricoles émergentes, nous avons eu une production record de 1 446 360 tonnes de fruits et légumes. C'est un exploit, dont 140 000 tonnes de pommes de terre et 434 000 tonnes d'oignons. Alors, j'ai un mauvais souvenir parce qu'en 2012, quand j'étais au port, durant des mois, je voyais des bateaux de pommes de terre
et d'oignons qui provenaient d'Hollande. C'était un paradoxe. Dans un pays où nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons du travail, nous avons du capital, comment on peut se retrouver à importer de l'oignon et de la pomme de terre? Mais aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir à cause de la vision du président de la République. Je peux en dire autant pour le riz. En 2012, nous produisions tout simplement 469 648 tonnes de riz. Et nous importions 800 000 tonnes de riz. 800 000 tonnes de riz, ça fait 400 millions d'euros. Et chaque graine de riz qu'on importe, nous sommes en train d'enrichir le paysan indien ou le paysan, etc. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 156 307. Ça veut dire que nous avons produit localement plus de 700 000 tonnes, valorisées à 300 millions d'euros. C'est resté ici chez nous. C'est pourquoi ceux qui disent que la pauvreté n'a pas reculé, je pense qu'ils se trompent. Je peux en dire autant pour les céréales comme le mil, l'arachide, qui a progressé à un rythme de 141%. Parce qu'en 2012, la production était de 692 572 tonnes. L'année dernière, nous avons eu une production record de 2 432 000. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans l'arachide, mais hier déjà, en Conseil des ministres, Monsieur le Président de la République a réaffirmé sa volonté irréversible de revoir ce secteur. Notre industrialisation devrait pouvoir passer depuis longtemps, depuis les indépendances, par le secteur de l'arachide. Nous devrions consommer cette huile d'arachide recherchée un peu partout par le monde. Mais les gouvernements passés n'ont pas favorisé cette vocation industrielle de ce produit qui nous est très cher. Le poulet, l'élevage, la viande, je suis sûr que bientôt, nous allons pouvoir parler du poulet de Fatick ou bien du bœuf du Fouta. Parce que la révolution au niveau de ce secteur-là est bien là, avec l'importation d'un millier de vaches à génisses gestantes. Je pense que notre production de lait a beaucoup augmenté. Et pour accompagner ce secteur-là, je pense qu'il y a la suppression de la TVA, la protection des importations, entre autres. L'aquaculture, on a un programme ambitieux qui boite un peu, mais avec les dispositions prises dans le cadre du second plan d'action prioritaire, je pense que nous allons pouvoir progresser à pas de géant. La production de la pêche, les captures ont augmenté, les exportations aussi ont augmenté. Le président a été très généreux avec nos pêcheurs en renouvelant plus de 20 000 moteurs. 20 000 moteurs distribués à un prix assez préférable à nos amis pêcheurs. Si nous en venons au secteur stratégique de l'électricité, en 2012, tout le monde se rappelle un peu de la série de délestages que nous vivions. Nous avions une puissance installée obsolète de 573 MW. Aujourd'hui, je pense que c'est un vieux souvenir. Nous en sommes à 1130 MW, avec un renforcement du réseau de transport, de distribution, avec des orientations claires en matière d'énergie renouvelable. Nous avons un objectif de 386 MW, dont 227 énergies solaires, 159 énergies éoliennes, et nous avons le plus grand parc éolien en Afrique de l'Ouest, à Taïba Ndiaye, qui est en train d'être installé. L'électrification rurale, c'est un paradoxe. Moi, quand j'ai commencé à lire les chiffres, je me suis rendu compte des indépendances à 2012, le Sénégal n'avait que 1648 villages électrifiés. Des indépendances à 2012, 1648 villages électrifiés. Dans le cadre du premier plan d'action prioritaire, on en a électrifié 3864. C'est-à-dire de 1960 à 2012, les autres gouvernements ont électrifié sur la base de 29 villages par an. 29. Dans le cadre du premier plan d'action prioritaire, on en a fait 554 par an. Dans un village très profond,
un monsieur s'est levé pour nous dire, monsieur le ministre, nous nous sentons sénégalais aujourd'hui à cause du président Macky Sall. Rares sont les ministres qui sont arrivés là, mais aujourd'hui, nous avons la piste à travers le PIDC, j'y reviendrai, nous avons de l'eau, nous avons de l'électricité. C'est une réalité qu'il faut décrire. Les plateformes industrielles intégrées, il n'y en avait pas. La première phase à Diamniadio a commencé avec 13 hectares, déjà remplis. Elle a déjà créé 1078 emplois. La deuxième phase, qui porte sur 40 hectares, est en voie d'être réalisée. Nous avons le grand projet de lab, surtout des labs structurés en termes d'agropole, le lab de la Casamance, qui va permettre de créer des milliers d'emplois, mais aussi de traiter des produits qui se gâtaient auparavant, l'anacarde, les mangues et les produits halieutiques. Hub aérien régional, avec le lancement de l'aéroport AIBD depuis décembre 2017, je pense que c'est devenu une réalité. Le Air Sénégal est devenu une réalité. Nous sommes en train de réhabiliter les aéroports secondaires avec des objectifs précis. Dakar, campus régional de référence. En 2012, il n'y avait que 5 universités. Maintenant, nous en avons 8 sur un objectif de 14. Dakar Medical City, 34 hôpitaux publics-privés en 2012, maintenant 41. Et surtout, le centre CMO qui a démarré, qui permet aujourd'hui d'apporter une réponse à la pathologie cardiovasculaire juvénile. Avant 2012, pour soigner les enfants atteints de cette maladie, il fallait partir au Maroc ou en Tunisie. Ça coûtait environ 10 millions de francs CFA. Ou en Europe, 12 millions. Mais maintenant, c'est terminé. Ils ont opéré avec succès 271 patients avec 3800 consultations. Toute la sous-région vient à Dakar maintenant, ils amènent leurs enfants pour se faire soigner ici. Le parc de technologie numérique est une réalité. Le supercalculateur est une réalité à Diamniadio. Le tourisme, nous avons des objectifs clairs. Le tourisme a une contribution de 6% dans le PIB, mais avec la nouvelle orientation de M. le Président de la République, nous voulons aller au-delà des 10%. Les routes. En 2012, 35 km de route, d'autoroute. 2018, 226. Maintenant, on parle de il a partout. C'est une réalité. Il a tout bas, il a partout. Les rails, il n'y avait presque pas de rails en 2000. C'est pourquoi les détracteurs du TR n'ont rien compris. Déjà, l'urbanisation dans la définition des pays qui voguent vers l'émergence est un élément important. C'est la définition de Goldman Sachs, parce qu'il y en a plusieurs. La définition de Goldman Sachs, c'est 5 paradigmes. Population en qualité et en quantité, la croissance, l'urbanisation, les infrastructures et la stabilité économique. Quand on va vers l'urbanisation, l'Afrique, tout le monde connaît que l'Afrique s'urbanise à pas de géant. Ce que les Européens ont fait en 110 ans, entre 1800 et 1910, les Africains le font en 60 ans. C'est connu. En Afrique, le taux d'urbanisation est de 4% par an. Dakar n'est pas en reste. Dakar, c'est 2% de la superficie nationale, 25% de la population nationale, 55% du PIB, 87% de la fiscalité. Nous avons 7 200 000 allers-retours des véhicules chaque matin. Et la population dakaroise croît à un rythme de 100 000 par an. Il n'y avait pas une planification urbaine pour recevoir tout ça. Les pays européens, les pays émergents, d'est en ouest, du nord au sud, qui ont eu cette pathologie, ils ont inventé le slogan de Smart City. C'était pour donner une réponse adéquate à ce phénomène d'urbanisation. Mais le président Macky Sall est venu, dans sa vision, créer une nouvelle ville de Diamniadio avec un instrument qui est le TR. Le TR, la Banque mondiale, a évalué les nuisances dues
aux embouteillages et autres à plus de 100 milliards par an. Le TER ne coûte pas à la dette du Sénégal 20 milliards par an. Faites la différence. En termes de rentabilité économique, faites la différence. Donc ceux qui sont contre ce projet-là, je pense qu'ils sont peut-être aveugles ou ils sont contre pour être contre. C'est un projet économiquement viable et socialement équitable. Les ports, nous sommes en voie d'avoir des révolutions portières, je ne vais pas m'appesantir un peu là-dessus. L'accélération de l'habitat social aussi, de 2009 à 2013, 5 000 unités d'habitation. En 2014-2018, 28 898. Monsieur le Président de la République a un grand programme de 100 000 logements que nous allons réaliser, Inch'Allah, dans de très bonnes conditions. Donc la transformation structurelle de notre économie est une réalité. Parce que dans le premier plan d'action prioritaire, nous avons maintenu le cap de croissance de 6,8%, avec une réduction significative du déficit budgétaire. Ça, ce sont les organisations internationales qui le disent, qui l'ont confirmé. La pression fiscale en progression, en faible progression, mais très bien gérée. Nous avons le déficit du compte courant avant 2012 et après 2012 que nous maîtrisons. Le flux d'investissement direct étranger a bien augmenté. Donc, ça veut dire que le Sénégal se porte bien. Donc, cette métamorphose se continue aujourd'hui aussi avec la maîtrise des catalyseurs, c'est-à-dire des réformes, commençant par le redressement des classements d'attractivité. Le Sénégal était classé 178e en 2014. Avec le PREAC 1, le PREAC 2, nous sommes passés à la 141e place, 10e sur 54 pays par l'indice Mo Ibrahim. Ce sont des efforts déjà accomplis par le gouvernement du Sénégal et je pense qu'à travers le PREAC 3, nous allons bientôt hisser les top 50. Zones économiques spéciales, il n'y en avait pas. Nous en avons créé 3, Diamniadio, Diass et Sandiara. Optimisation des entreprises. En 2014, il n'y avait que 7 contrats de performance. Aujourd'hui, nous en avons 50 avec un toilettage de la loi 90-07 par la Cour suprême. L'alignement de l'enseignement supérieur aux besoins de l'économie. Parce que des indépendances à nos jours, on dirait que nos universités, nos centres de formation formaient des chômeurs en puissance. Parce que tout simplement, les curricula n'étaient pas adaptés à la respiration économique, à la demande des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, 342 curricula ont été harmonisés sur les 398. Le développement accéléré de la formation professionnelle, des efforts importants ont été faits dans ce domaine. La bancarisation des bas revenus, le taux de bancarisation a beaucoup augmenté. D'ailleurs, le taux d'utilisation des services financiers est passé de 42 à 81%. Le volume de financement consacré aux petites et moyennes entreprises, aussi avec des chiffres réconfortants. Aujourd'hui, le combat que M. le Président a réussi, c'est surtout le combat social par rapport à l'équité territoriale. J'appelle un peu cette prouesse, PIDC, couverture maladie universelle, PUMA, Promoville, bourse de sécurité familiale, le diamant du PSE, ou sinon le diamant, comme le diamant de Porter. Parce que ceux qui connaissent la littérature managériale savent que Porter a son diamant, pouvoir de négociation fournisseur, pouvoir de négociation client, nouveau entrant, intensité concurrentielle entre gangs. Ici, c'est le diamant qui permet d'équilibrer le quantitatif et le qualitatif. Parce que des pistes ont été construites. 692 km de route, 595 connexions, amélioration à l'accès de 480 000 habitants, dont 730 villages, accès à l'eau potable, à l'électrification rurale, surtout l'allègement des travaux de la femme.
3729 équipements distribués en brousse. Le nombre de ménages ayant reçu des transferts monétaires a beaucoup augmenté. Le programme d'urgence de modernisation Puma qui forme, ils ont formé plus de 2000 personnes formées pour la gestion des forages, etc. Promoville, entre autres. L'eau, aussi bien sur le plan rural que sur le plan urbain. Ici, au niveau de l'enseignement supérieur, je pense que la capacité d'hébergement au niveau du LICAD est passée de 5 000 à 10 000. L'État a injecté 132 milliards de francs CFA entre 2012 et 2016. 9 538 classes construites, 162 collèges de proximité, 12 daara modernes, la construction d'équipements, 21 lycées, 20 blocs scientifiques, entre autres. La cartographie universitaire a complètement changé. De 5, nous sommes passés à 8 avec des ISEP. L'objectif de 2022, 14 universités, 14 ISEP, etc. Quand on parle aussi de l'axe bonne gouvernance, nous avons connu beaucoup d'avancées. Il paraît que c'était votre séance d'hier, je ne vais pas tellement m'appesantir là-dedans, mais nous avons, cela dit, des programmes assez importants. Pourquoi ça refuse? Bon, ça refuse. Des programmes assez importants. Le pape 1, c'était devant la communauté internationale qui avait plébiscité le Sénégal. Donc il fallait, Madame la Présidente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous retourner devant cette communauté internationale, faire un bilan. L'argent que le Sénégal avait reçu dans le cadre du premier plan d'action prioritaire, comment ça a été utilisé? Ça a été très bien utilisé. Nous avons eu 273 conventions, 177% de concrétisation, une mobilisation satisfaisante de retour, un soutien des partenaires techniques et financiers, l'amorce de la concrétisation avec des projets de PPP. Donc, c'est pourquoi nous sommes très heureux de voir qu'il y a eu des influences positives en termes d'IDH. Les indicateurs sont passés de 0,49 en 2014 à 0,51 en 2017. Un recul significatif de la pauvreté par rapport à 2011. Son taux est passé de 46,7% à 35,6%. Un recul des inégalités à partir de l'analyse du coefficient de Gini, parce que le coefficient de Gini permet de mesurer la pauvreté dans un territoire déterminé. Au Sénégal, c'est passé de 39,6 en 2014 à 36 en 2018. Nous avons, par rapport à notre arrimage au 17 ODD, 77% des cibles couvertes aujourd'hui, reconnues par des bailleurs de fonds. Nous avons, pour le PAP 2, des besoins de financement. On demandait 2850, nous sommes revenus avec plus de 14 milliards. Et cela, c'est un signal fort. Un signal fort par rapport aux bailleurs de fonds. Ça veut dire que le Sénégal a respecté les règles du multilatéralisme, c'est-à-dire la cohérence, la transparence, surtout la redevabilité et l'efficacité, la reddition des comptes. Comme le disait le président Macky Sall, nous n'avons pas besoin d'aide, mais nous avons besoin d'un partenariat fort et transparent. Et c'est la raison pour laquelle les défis que nous devons relever dans le cadre du second plan d'action prioritaire, une meilleure mobilisation des financements privés pour les projets structurants. Parce que la particularité du premier plan d'action prioritaire, c'est que c'est l'État qui a financé la transformation structurelle. Il y a une corrélation positive, mais aussi de l'autre côté, une corrélation négative. La corrélation positive, on a eu des taux de croissance satisfaisants. La corrélation négative, concomitamment, la dette augmente.
Heureusement que nous n'avons pas encore franchi les critères de convergence. Et même si on les franchissait, la France aujourd'hui dépasse les 100%, l'Italie dépasse 150% de la dette. Le problème, c'est qu'on sache là où l'argent de la dette rentre. Au Sénégal, c'est transparent, reconnu par les bailleurs de fonds. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé encore d'accompagner pendant longtemps le Sénégal. Accélérer la mise en œuvre des réformes, nous en avons beaucoup. Hier, le président de la République m'a désigné comme chargé maintenant des grandes réformes. Nous en avons identifié 19. Et ces réformes-là, nous devons les réussir pour ne pas compter à 100% sur le pétrole. Parce que les pays qui ont émergé ne l'ont pas été à partir des matières premières, à part de rares expériences comme la Chili, peut-être, ou même Dubaï. Mais l'histoire, quand on étudie l'histoire de l'émergence, les pays qui ont été, ils ne l'ont pas été à partir des matières premières. Donc, ces réformes-là, nous devons les réussir pour avoir une meilleure mobilisation des recettes nécessaires pour le financement de notre économie, pour le financement du PAP 2. Deuxième postulat, c'est le secteur privé maintenant qui doit prendre le relais. Mais un secteur privé fort, un secteur privé avec des valeurs partagées avec l'État. Le rôle de l'État consistera à créer un écosystème nécessaire pour favoriser l'épanouissement de ce secteur privé qu'il devra accompagner à tout bout de champ. Donc, Madame la Présidente, d'une manière synthétique et ramassée, je pense que je peux rester pendant toute une journée parler du plan Sénégal émergent parce que je suis toujours fier d'en parler. Le président Macky Sall a ouvert une voie africaine de la croissance inclusive pour l'émergence. Il a démontré les conditions de forme, les conditions de fond, les orientations stratégiques pour le faire à partir de ces programmes que nous avons, que nous sommes en train de réussir. Mais ce qui nous reste à faire aujourd'hui est beaucoup plus important que ce que nous avons déjà accompli. Et nous comptons beaucoup sur les orientations du Conseil économique, social et environnemental pour pouvoir corriger nos limites. En quelques mots, je vous remercie de votre aimable attention.